Bonjour à tous, bonjour Ludovic. Bonjour, salut Estelle. Alors bienvenue dans cette web découverte. Nous allons parler aujourd'hui de la pratique thérapeutique avec la vision d'un pionnier, d'une personne que je trouve très singulière et très riche d'enseignements, pleine de sagesse. Alors c'est une rencontre qui va peut-être vous surprendre aujourd'hui parce qu'on va aller, je pense, bien plus loin que le sujet du jour. Alors, pour vous présenter rapidement Ludovic, mais il nous parlera plus amplement de son parcours. Ludovic Dumay est président de l'école francophone de la Ventouse et du Tao. Et il a un parcours vraiment particulier. Nous allons voir ensemble en quoi son approche est originale dans la vision qu'il a de la pratique thérapeutique, de l'humain même, je dirais. Il nous parlera de son approche multiréférentielle. Et bien sûr, de tous les bienfaits de la ventousothérapie qui est quand même, je trouve, assez méconnue pour une pratique qui est millénaire. Alors, je suis ravie de vous la faire découvrir à travers notre invité, Ludovic Dumay. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on a peut-être pas mal de choses à se dire. Je reviendrai sur mon parcours après. C'est vraiment la passion des ventouses qui m'a amené à me poser énormément de questions sur l'origine de ce savoir et donc d'aller chercher un peu partout. Et c'est mon côté justement à rechercher un peu le côté exhaustif qui m'a permis de voir les ventouses à travers plusieurs prismes. Et du coup, en effet, on verra que l'ensemble de l'acte thérapeutique peut être vu de différentes manières. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé là ? La majorité de mon parcours est relativement autodidacte. J'ai commencé après le bac plus ou moins à faire. Je suis parti faire pompier de Paris. Et là, j'ai fait que 3 ans de caserne et je suis parti faire l'école d'infirmier militaire. Voilà, le côté thérapeutique me plaisait énormément. Après, le faire au sein des pompiers, c'était autre chose. C'était vraiment quelque chose qui m'attirait pas. Du coup, je suis complètement parti. J'ai fait de l'agriculture bio. Et à ce moment-là, les soins m'ont beaucoup manqué. Et depuis tout le temps, je lisais de la médecine chinoise sans vraiment la comprendre. Et je disais à tout le monde, faites ça comme école, elle est bien. L'école d'Avignon, l'IMTC, tata, c'est bien, c'est bien. Et puis un jour, les événements de la vie ont fait que j'ai vraiment commencé. Et là, dès le premier week-end, j'ai vraiment découvert ce qui était pour moi une médecine respectueuse. Et j'ai pas lâché les bouquins et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes. Je me suis surtout formé avec des gens qui étaient en cabinet, en fait, et qui m'ont transmis leur savoir. Donc, il est assez hétéroclite, mais avec toujours les ventouses et la médecine chinoise au milieu. Et avec la passion. Ça. Voilà. Donc, un parcours assez éclectique, mais quand même toujours avec un fil conducteur, comme tu dis, de la médecine chinoise. Et tu as eu des expériences de formation en France, mais aussi à l'étranger. Alors moi, je suis allé former à l'étranger, mais j'ai jamais été vraiment formé à l'étranger. J'ai été formé par des personnes qui venaient de l'étranger, mais je suis jamais allé prendre les cours en anglais ou dans une autre langue à l'étranger. Mais grâce aux ventouses, j'ai pu rencontrer et avoir le savoir vraiment qui était au niveau, je pense, de la planète, à part l'Amérique du Sud. Tu as une vision du soin qui est assez particulière. Peut-être plus qu'holistique, si tu peux nous expliquer comment tu perçois ta pratique thérapeutique. Parce que du coup, tu as créé une école, on va aussi parler un peu de l'école. En fait, en toute honnêteté, je me rends pas compte qu'elle soit particulière, et c'est le regard des autres qui me montre qu'elle est particulière. Je fais juste ce que je ressens. Et j'ai toujours aimé tout mélanger et trouver le lien qu'il y avait entre les choses. Et de se dire, de partir du point de vue qu'il y a quelque chose de bien dans tout et qu'en le mélangeant, on arrivera à quelque chose d'encore mieux. Et je trouve que l'art thérapeutique est un bon prétexte pour faire ça. On peut le faire avec les arts martiaux, on peut le faire avec la spiritualité, mais c'est quelque chose de très enrichissant. Et du coup, je pense que le pilier de ma vision, c'est que le thérapeute doit aimer et respecter l'art qu'il a décidé d'apprendre,
et il doit avoir une forme d'amour et de respect pour son client ou patient en fonction des termes qu'on a le droit ou pas d'utiliser. C'est vraiment une forme d'amour qu'il doit y avoir, et le patient client, il a une forme d'amour et d'énergie comme ça, de respect envers le thérapeute. Et ce triangle-là parcourt vraiment à la guérison, et on peut y mettre un peu n'importe quoi dans ce schéma de triangle-là. Ce qui fait que si une personne est vraiment passionnée par la réflexologie plantaire, par exemple, elle va avoir quelque chose forcément qui va se développer. Et donc, si le triangle se met en place, on peut traiter énormément de choses intéressantes avec la réflexologie plantaire. Et de par le fait qu'on est comme ça plein de visions, de mondes thérapeutiques ou plein d'objets thérapeutiques différents, j'ai toujours trouvé ça intéressant de tout mélanger, en ayant bien conscience que surtout dans la santé, le respect qu'on doit aux gens qui viennent nous voir, c'est d'être le meilleur possible. Et que quand on papillonne comme ça, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est... ça peut manquer de profondeur quand on se spécialise pas, surtout dans le domaine de la santé. Mais j'ai suivi qui j'étais et j'aime bien papillonner. Par contre, la passion a fait que je me suis quand même bien enraciné dans les ventouses et un peu la diététique chinoise. Donc, c'est une belle entrée en matière. Du coup, ça fait combien de temps que tu as créé l'école francophone de la ventouse et du Tao ? 2020. Et sinon, ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'enseigne la ventouse. Et ça va faire une petite vingtaine d'années que je suis vraiment dans la médecine chinoise ou les médecines traditionnelles, et j'ai fait des formations de médecine égyptienne aussi, qui sont très intéressantes. Ça fait ça une petite vingtaine d'années. J'ai 50 ans cette année. Mais j'ai fait mes premiers magnétismes, massages, tout ça avec les huiles essentielles. Je devais avoir 16 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est une vraie vocation. Je sais pas, mais ça m'a toujours attiré. Ouais. Alors donc cette école, ça te permet de concrétiser quoi finalement à travers l'EFVT ? Cette école, ça me permet de pas être seul, et c'est bien. C'est bien de mélanger, c'est pareil, c'est la même chose. Je suis allé chercher des compétences qui étaient relativement différentes des miennes, et des êtres humains qui avaient une base au niveau du cœur qui m'attirait, mais après dans la matière qui avait vraiment des manières d'agir qui étaient différentes et qui pouvaient en plus me canaliser, c'est pas plus mal. Voilà, donc je travaille principalement avec Sébastien, et qui suit à la vitesse folle de mon cerveau toutes les idées qu'on peut avoir et qu'on essaye de mettre en place. Et le but de ce rassemblement était pour essayer d'avoir un RNCP, c'est-à-dire un titre professionnel qui pourrait presque s'apparenter à un diplôme pour ceux qui connaissent pas, pour que nos élèves puissent ensuite aller pratiquer les ventouses dans les maisons de retraite, dans n'importe quel endroit, dans les hôpitaux. C'est le projet numéro 1 de la société. Voilà. Ça tourne majoritairement autour de la ventouse, bien entendu, vu son nom. Mais les passions et les compétences font que ça se développe un peu, et qu'on enseigne aussi des trucs de drainage lymphatique manuel. On fait des spécialisations ventouses pour sportifs. On va mettre en place des choses avec mélanger les ventouses et le yoga, des choses comme ça. Bon, il y a quand même pas mal de ventouses, mais c'est ça, que ta vision est tellement inclusive, puisque on sent que tu es intéressé par énormément de choses, et du coup, on va dire que tu as réussi aujourd'hui à créer une forme de synthèse dans la matière de tous tes apprentissages et de tous tes centres d'intérêt et tout ce que ça peut apporter à l'humain. C'est comme si ça a créé une possibilité d'application dans la matière. C'est ça. C'est rigolo, ce week-end, je suis allé me former à coder dans le but de mettre dans un programme tout ce genre de savoir, parce que le plus important, c'est de faire les liens et de trouver le bon truc au bon moment. Donc, il y a des fois, c'est la case homéopathie qui s'ouvre, des fois, c'est la case ostéopathie, des fois, c'est vraiment nerveux, des fois, c'est vraiment fonctionnel, et puis et c'est intéressant de pouvoir le voir avec tous les prismes. Et c'est là où les gens qui ont leur nature de vie à aller vers la spécialisation sont indispensables, parce que c'est en prenant ces spécialités-là et ces gens hyper pointus qu'on va pouvoir faire ce travail d'amalgame.
qui est, je pense, très intéressant, parce que moi, mon boulot, c'est d'essayer de former des, je sais pas comment on a le droit de le dire, mais des aidants, des thérapeutes, des accompagnants. Ça dépend dans quel pays on nous regarde, il y a des mots qui sont interdits, mais... Ouais, des praticiens, mais c'est la même chose après. Mettez le sous-titre qui vous plaît. Ouais, c'est ça. On ne veut froisser personne. Exactement. Alors, pourquoi le choix de la ventouse comme centre de cette pratique? Qu'est-ce qui t'a fasciné? Jusqu'où ça te permet d'aller, les traitements de ventousothérapie? Loin. On avait partagé, alors je partage le petit truc off, mais quand on a pris contact avec Ludovic, je lui ai dit, mais c'est drôle ça, il y a des soins de ventousothérapie à côté de chez moi, mais j'ose jamais les faire et pourtant je suis vraiment quelqu'un qui découvre beaucoup de choses. Voilà, il y a pas grand chose qui me fait peur, mais bizarrement, la ventouse, je n'étais jamais allée vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc je dirais que notre rencontre est vraiment très bien tombée et ben j'en ai appris, mais plus que je ne l'imaginais. Donc j'aimerais vous partager ça ce soir. Alors, la ventouse, qu'est-ce qu'on peut traiter? C'est quoi l'avantage? Et puis ça remonte. En fait, ça a toujours été pratiqué, la ventousothérapie. Ouais, je pense que ça a commencé à l'époque vraiment de ce qu'on appelle les hommes préhistoriques et qu'ils évidaient une corne ou un bout de bois, au moins pour pas mettre la bouche sur la peau et pour enlever le pus, par exemple, pour enlever le poison. C'est, je pense, les premières utilisations. Après, on a des traces dans l'Égypte ancienne avec le papyrus d'Ébus qui nous décrit déjà de la gynécologie, de la pneumologie et l'évacuation du pus. Donc oui, c'est très vieux. Ce qui est, je sais pas par quel côté le prendre en fait, mais je le prends comme ça vient. Ce qui m'a interpellé, c'est l'ensemble de tout ce que ça apporte au niveau de l'aide et le fait qu'il n'y ait pas de métier qui existe, il n'y a pas de ventousothérapeute. Et en fait, c'est toujours un outil qu'on retrouve dans la médecine africaine, dans la médecine chinoise, dans la médecine hébraïque, dans la médecine musulmane, dans la médecine arabe. Voilà, on la retrouve un peu partout. Cet outil, on le retrouve un peu partout. Mais à mon sens, il manque toujours plus ou moins le fait d'avoir des vrais. Alors, il commence à y en avoir un peu, des vrais ventousothérapeutes, des gens qui ne fassent que ça. Mais c'est pas réducteur en fait. C'est pas réducteur parce que en allant regarder par exemple qu'en Australie il y a Bruce Bentley qui a développé vraiment des articles scientifiques, des recherches sur l'application des ventouses sur les fascias en deuxième compétence, et sa première compétence était l'application des ventouses dans le monde vraiment asiatique. On a là vraiment une sommité de ces deux référentiels, le référentiel de l'énergétique et le référentiel des fascias. Et rien qu'en mélangeant ces deux référentiels, on traite plus du tout la pathologie de la même manière. C'est très intéressant. Pourquoi j'ai vraiment autant aimé la ventouse dès le début, c'est que dans l'origine, en général, dans l'éthiopathogénie, dans l'origine des maladies, selon la médecine chinoise, on va avoir grosso modo des problèmes de stagnation, des problèmes de vide, des problèmes de gestion des émotions et des problèmes avec, comment appeler ça, des perturbateurs internes ou externes, qu'on appelle les pervers externes, les pervers climatiques, comme le vent, la chaleur, la sécheresse, des choses comme ça. Et dans un des premiers cours d'initiation ventouse, qu'est-ce que vous allez faire cette année en médecine chinoise? On nous dit la ventouse expulse tous les pervers externes. Et je me suis dit c'est cool, c'est un truc de fainéant en fait. On peut y aller, ça va tout faire. On pose les ventouses, ça guérit tout. Et en fait, du coup, je me suis mis à lire toutes les publications scientifiques, tous les bouquins, à essayer. Enfin, j'en parlais à tout le monde, et je me suis rendu compte que oui, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Si on ne respecte pas les lois des différents pays, on peut faire énormément de choses en respectant juste quelques contre-indications. Si on respecte les lois en général des pays comme les pays d'Europe ou États-Unis et Australie et même en fait le nord de l'Afrique, on va pas travailler sur les cancers, on va pas travailler sur les femmes enceintes, on va pas travailler sur les phlébites, on va pas travailler sur les varices par exemple. Il y a quelques grosses interdictions comme ça, par principe de précaution. Les femmes enceintes, c'est parce que ça va dégager beaucoup de toxines et qu'il y a une immaturité fœtale. Donc, on évite les hépatites médicamenteuses, toxiques. Pour le cancer, c'est parce qu'on risque vraiment de faire des propagations de métastases ou de nourrir le foyer primaire. Donc, il y a des explications.
Mais après, on sait très bien qu'il y a des techniques, il y a des... Mon premier maître en ventouse, c'était une gynécologue de Annaba qui était spécialisée dans les cancers du sein et qui avait des très bons résultats. Mais on n'arrive pas à avoir ce genre de pratique sur partout, quoi. En Angleterre, il y a une clinique spécialisée, autorisée, qui peut travailler. En fait, le problème, c'est la saignée qui est pas du tout codifiée, qui est complètement interdite en France, et que des fois, il y a des pathologies sur lesquelles il faut aller avec. Il faudrait pouvoir aller avec la saignée, mais en fait, on peut déjà faire beaucoup de choses. Si on enlève les femmes enceintes, on enlève les cancers, grosso modo, on peut travailler à peu près sur tout le monde. Alors, avant, bon, là, on a vu les contre-indications, mais est-ce qu'on pourrait déjà voir qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec les ventouses, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et puis, et ensuite, en voir les limitations par rapport au territoire. On a notamment des personnes qui nous demandent au Québec, est-ce que c'est pratiqué? Ok, alors je réponds tout d'abord à ce à quoi ça peut servir. On va dire que le premier intérêt, quel que soit le référentiel, quand on regarde le référentiel ostéo-articulaire ou nerveux ou énergétique, on va avoir toujours une action au niveau antalgique, antidouleur, pour des raisons différentes. Par exemple, une des deuxièmes grandes actions des ventouses, c'est l'aspect anti-inflammatoire. Donc dès qu'on va avoir un syndrome inflammatoire interne ou externe, ça va pouvoir agir dessus. La ventouse, on met pas d'éléments dedans, il n'y a rien qui pénètre le corps, c'est vraiment une réaction du corps, du système nerveux central à cet objet qui va aspirer, qui doit pas faire mal. Une pratique normale de la ventouse en séance ne fait pas mal. Il faut surtout pas créer de douleur parce que les douleurs vont créer des contractions des muscles profonds pour bousiller le travail. En fait. C'est bon de le préciser parce que c'est un peu impressionnant. Ça laisse quelques marques. Ouais, on a des réactions cutanées qui s'apparentent à des hématomes, mais qui sont moins traumatiques et qui font partie du soin. Justement, c'est intéressant. Il y a des périodes où c'est bien d'avoir plein de réactions comme ça sur la peau pour favoriser la montée des macrophages, des globules blancs, par exemple. C'est très très important de le dire. Je le dis en permanence dans les formations, mais vraiment, faut pas que ce soit douloureux. C'est bizarre parce qu'on voit vraiment la peau qui monte comme ça quand on la pose, surtout sur le ventre en général, on voit beaucoup de peau qui est aspirée, mais c'est pas du tout douloureux. On fait des massages. En apparence, c'est impressionnant en apparence, mais finalement, tu nous expliques que c'est non invasif. Comme tu dis, on n'ajoute rien, on va pas dans le corps non plus. Exactement. On ne fait que optimiser des fonctionnements qui régulent naturellement. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que la circulation. Ça va donner une information au corps et par exemple quand on le fait sur le visage, le corps va envoyer l'information attention, tu es en train de m'agresser et du coup, on va fabriquer du collagène, on va fabriquer de l'élastine, de l'acide hyaluronique, des choses comme ça. Encore faut-il avoir une diététique qui permette de fabriquer correctement ces produits. Il y a un lien très intéressant entre la ventouse et la diététique justement. Très intéressant. La réponse anti-inflammatoire que va délivrer le corps, qui vient de la stimulation par les ventouses, va dépendre aussi du bon état général du corps. La ventouse ne peut pas tout faire. Mais c'est elle qui va fabriquer, qui va, par exemple, donner l'ordre au corps, tout du moins, le corps va réagir comme ça en fabriquant des endorphines, qui sont une classe proche de la morphine qu'on fabrique et qui sont très, très, très antalgiques. Donc, c'est une des raisons de l'aspect antalgique de la ventouse. On a un effet très calmant au niveau du système nerveux aussi, donc ça va favoriser une diminution de la sensibilité nerveuse. Je pourrais parler très longtemps des effets et je vais faire une petite parenthèse sur la législation. Oui. Je pense que c'est important parce qu'en général, sur ce domaine-là, en tout cas, on voit absolument majoritairement n'importe quoi sur Internet, quels que soient les réseaux. Donc, je travaille avec une avocate qui est spécialisée dans les médecines complémentaires, qui a beaucoup travaillé pour l'homéopathie, par exemple. On a eu deux textes intéressants en 2021 du Conseil de l'ordre des kinés et du Conseil de l'ordre des médecins qui demandent à leurs praticiens, donc aux kinés et aux médecins, de ne pas pratiquer la ventouse pour des raisons diverses. Pour les médecins, c'est le manque de preuves scientifiques. Pour les kinés, c'est le risque de brûler parce qu'ils travaillent majoritairement avec des ventouses en verre et une flamme, et le fait qu'ils faisaient aussi des incisions qui étaient interdites en France. Ça veut dire que de ce que nous dit la loi actuellement, tous ceux qui sont ni médecins ni kinésithérapeutes peuvent pratiquer. Et du coup, on est dans quelque chose de non thérapeutique. Donc, comme d'habitude, comme avec la naturopathie ou la réflexo, les choses comme ça, il ne faut pas être dans ce qu'on appelle pratique illégale de la médecine.
Et pour respecter ça, il suffit de ne pas faire de diagnostic et de ne pas donner de traitement. Donc à partir du moment où en plus dans le corps médical, la ventouse est reconnue comme non efficace, on n'est pas il y a deux classes de ventouses dans le monde, il y a la ventouse thérapeutique et il y a la ventouse de bien-être. Donc en fait, on travaille légalement dans une mentalité de ventouse bien-être. Et on sait bien que des fois, il y a des symptômes ou des syndromes ou des maladies qui vont peut-être même complètement disparaître, mais à la base, on est dans une forme d'accompagnement où on sait qu'on va travailler, par exemple, sur les éléments figurés du sang, comme on vient d'en parler avant. Donc en fait, les clients qui viennent arrivent avec un diagnostic, et quand il n'y a pas de diagnostic, on travaille de manière générale par rapport aux différents protocoles qu'on va monter. Donc si j'ai mal à l'épaule, je vais travailler globalement sur l'épaule en prenant mes référentiels énergétiques, musculaires, nerveux, trigger point, les fascias, etc. On va mélanger toutes les visions justement de ce multiréférentiel que j'ai pas non plus trop décrit pour essayer d'apporter tout du moins un soulagement des symptômes. Et c'est là la limite qui est très très importante et la bascule qu'on voit souvent sur Internet, c'est que on peut pas donner de diagnostic. Le diagnostic, il vient du corps médical. Mais à partir du moment où on respecte ça, donc je réponds à la fois pour le Québec, parce que je travaille beaucoup au Québec, j'ai pas mal d'élèves là-bas, donc je connais la législation qui est la même sur ces points-là. Au Québec et en France, tout du moins, on peut travailler tranquillement. Mais on fait pas la saignée, qui est une pratique très importante qui vient majoritairement de la ventosothérapie musulmane et de la ventosothérapie chinoise. On la trouve dans deux grands référentiels. Tu peux nous dire les distinctions selon les origines, ventosothérapie musulmane, chinoise. Qu'est-ce qu'on peut distinguer d'autres? La plus ancienne serait probablement la médecine, la ventosothérapie énergétique. Alors moi, je connais majoritairement la chinoise, mais il y a des particularités Laos, Vietnam, Cambodge, Japon, bien entendu. La plus récente serait la ventosothérapie lymphatique, qui nous vient des États-Unis avec Shannon Gill-Martin, qui a vraiment découvert des choses passionnantes parce que le fonctionnement normal d'une ventouse, c'est d'abîmer un peu le système lymphatique. Et en fait, on a découvert qu'il y avait des techniques qui permettaient non seulement de créer des nouveaux vaisseaux lymphatiques, mais en plus d'aider à la circulation dedans. Et donc, bon, c'est une technique qui change complètement. On travaille pas du tout de la même manière. On est plutôt dans des choses légères et des pompages. Et voilà, il y a le référentiel lymphatique. Ensuite, il y a le référentiel ostéo-articulaire, dans laquelle on va s'intéresser qu'aux os et qu'aux tendons et qu'aux ligaments. Et du coup, on va agir d'une manière plus forte en général et en ciblant souvent l'anti-inflammatoire. Puis après, on va s'intéresser que aux muscles, le référentiel musculaire, où on va travailler encore différemment. Puis on va s'intéresser qu'au trigger point, qui est une pratique un peu particulière. Et puis on va s'intéresser aux fascias. Puis on va s'intéresser aux nerveux. Et puis on a des publications qui nous disent qu'on peut faire de la réflexologie avec les ventouses. On a le même effet qu'avec les doigts. Donc là où vont les ventouses, on pourra faire de la réflexologie. Donc plantaire, palmaire, Dian-Shan pour le visage, abdominal, dorsal. Mais on pourra pas aller sur les oreilles, par exemple, parce que les ventouses sont trop grosses. Et ensuite, le référentiel de la médecine musulmane, très, très à part, très intéressant, qui est rempli de protocoles et qui est pratiqué uniquement par des médecins dans le monde entier. Il n'y a que les médecins qui pratiquent la ventosothérapie musulmane. Et puis, on peut mélanger ces référentiels pour avoir des spécialités. Donc, on a la spécialisation plutôt esthétique, qui va s'occuper anti-rides, beauté du visage, amincissement, cicatrices, des choses comme ça. Et puis on a la spécialité accompagnement du sportif où on réunit tous ces référentiels au service de la performance ou de la récupération, des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà vu des applications pour la fibromyalgie? Alors, j'ai pas mal d'élèves d'élèves ou d'anciens élèves, des thérapeutes qui en ont dans le cabinet parce qu'il y en a beaucoup. La fibromyalgie est un problème très particulier. Alors, on est en général dans le monde du vent, d'après la médecine chinoise, c'est des symptômes, des syndromes qui vont bouger. Donc, c'est pas évident. Ce qu'on rencontre avec la fibromyalgie en général, c'est que ce sont des clientes, c'est très souvent des femmes qui n'apprécient pas vraiment la séance, qui vont pas vraiment se sentir bien pendant la pose des ventouses. Le fait de venir rajouter quelque chose, c'est pas forcément une pathologie où on va aimer ça.
alors qu'il y a des douleurs, des fois, comme des spasmes intestinaux, où si on appuie, ou si on ne dit pas désappuie, mais si on fait une aspiration avec la ventouse, on va sentir le soulagement instantané. Donc c'est pas agréable pendant la séance, mais on a des résultats qui sont très intéressants, mais il faut le faire régulièrement. En général, c'est bien d'attaquer une cure de 3 séances et d'y aller une fois par semaine, quel que soit le problème. Mais au niveau de l'amélioration Au niveau de l'amélioration, de ce que vit la personne qui a une fibromyalgie, est-ce que tu as des informations? Oui, alors on va avoir en général plutôt un côté apaisant. On va détendre au niveau du système nerveux et on va avoir des douleurs qui vont être soit qui vont être fixées, qui vont moins bouger et qui vont être moins fortes, soit qui vont continuer à bouger, mais en général, on a une intensité qui baisse. Mais à ma connaissance, on n'a jamais complètement, comme on pourrait dire, guéri. On a des résultats qui c'est pas une pathologie très très simple, la fibro, au niveau des résultats ventouses. Là où on a vraiment des bons résultats, c'est syndrome prémenstruel. Ouais. C'est vraiment très intéressant. On a des très bons résultats sur les douleurs d'épaule en général. C'est une articulation qui réagit très très bien à la ventouse. Après, on fait les dorsalités, enfin les douleurs du dos, les douleurs du genou, des choses comme ça marche très très bien aussi. Mais je sais pas pourquoi, on a des trucs comme ça qui fonctionnent très bien. Chez les adolescents, pour l'acné, on arrive à refroidir, ce qu'on appelle rafraîchir le sang relativement vite. Donc on a des résultats, des fois sous 24 heures, on a les boutons qui peuvent sécher. On a des trucs, ah oui, ça, on en avait parlé. On s'est rendu compte que les ventouses, elles modifiaient les ondes au niveau du cerveau, qu'on arrivait à passer en ondes alpha. Je vous dis que c'est surprenant, hein, on en apprend tous les jours. Ouais, mais moi aussi, hein. Moi, j'ai les publications quasiment tous les 2 jours et j'apprends des nouvelles choses tous les 2 jours en ventouse. Hein. Ça bouge, mais les gens pensent que non, mais ça bouge quand même. Donc, j'ai une ancienne élève thérapeute en hypnose sur Paris qui pratique la pose de ventouse, le massage ventouse, et en même temps, elle fait ses séances d'hypnose. Et donc, ça participe à avoir, on va dire ça énergétiquement, mais c'est un peu trop à la mode, mais au niveau même des longueurs d'onde émises par le cerveau, une modification qui sont tout à fait complémentaires entre l'état sophronique qu'on recherche en hypnose, par exemple, et la pose de ventouse. Et tu avais parlé d'applications gynécologiques. Oui, parler du syndrome prémenstruel, par exemple, qui peut contenir plusieurs signes. On peut avoir des spasmes dans le bas-ventre, on peut avoir des tensions dans les seins, on peut avoir des côtés plutôt psychologiques comme l'irritabilité, des signes comme ça. Mais apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec ce symptôme-là. Et mais quand même, c'est une réalité énergétique. Ah non, quand même, faut avouer. Ça peut se passer au niveau du foie. Et oui, on a des résultats très très intéressants. On a même, on a une future prof de l'école, Christine, qui a fait une conférence hier à l'hôpital de Marseille sur l'endométriose. Et qui est une pathologie, il y en a de plus en plus, c'est vraiment très incapacitant, à mon sens. Et on a des résultats très très intéressants avec la ventouse sur la diminution des douleurs et tout le côté incapacitant qui en plus est rythmique en général. Et les douleurs neuropathiques? Alors là, je ne dis rien du tout. Il faut essayer. La littérature nous dit oui. Le manque de littérature fait qu'on n'a pas forcément la réponse, parce que c'est à la fois, moi je trouve que 2-3 publications par semaine en moyenne, alors on va dire une dizaine de publications par semaine, c'est bien. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, j'en avais 10 par mois maximum, mais c'est toujours pas assez. Il n'y a pas assez de recherche fondamentale qui est faite en ventouse. Donc la théorie des neuropathies et la théorie de comment agissent les ventouses nous dit oui, il faut y aller, mais faut essayer. Et alors l'asthme, les maladies chroniques respiratoires? Mais alors, ce pourquoi sont connus en général les ventouses en France, ceux de notre génération, ils vont dire, les parents ou les grands-parents vont dire, ah j'en ai posé, on m'en a posé. Il y a quand même une connaissance de ventouses. Il y a à peu près 2 générations en France, et elle était majoritairement pneumo, un peu ostéo-articulaire pour les douleurs du dos. Mais on sait qu'en France, on posait les ventouses très facilement sur de la pneumo. Et du coup, c'est pas pour rien, c'est que oui, c'est très 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 efficace. Ça va développer, entre autres, ça va faire monter le taux d'histamine, qui est un bronchodilatateur et un vasodilatateur, qui va permettre vraiment d'expulser ce qu'il y aurait à expulser au niveau du
au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, au niveau nettoyage, c'est très intéressant. Et ça va réguler les flux au niveau énergétique chinoise. Ça va permettre d'avoir une énergie du poumon qui aille plutôt vers le bas, plutôt que faire, par exemple, de la toux qui va aller à contresens vers le haut. Et alors, un autre aspect surprenant, c'est l'esthétique. Tu m'as fait rire quand tu m'as parlé de l'origine des traitements anticellulites avec les peaux, tu sais. Tu veux nous raconter? Ouais. On a comme ça c'est arrivé de manière un peu moderne. La réflexion est arrivée de manière un peu moderne avec des machines qui sont un peu apparues chez les esthéticiennes comme CELUM6, LPG, des choses comme ça. Et puis, toujours en discutant et en farfouillant, j'ai découvert qu'il y avait une vieille tradition berbère au Maroc de gros pots comme ça en terre, et des énormes pots. Donc on pose un espèce de chiffon un peu imbibé d'essence, on l'allume et on pose le gros pot dessus, et donc la combustion va faire que on va brûler tout l'oxygène et on va être dans un état de vide, et c'est ça qui fait l'aspiration. Et donc c'est une technique qui était pratiquée à la fois pour de l'amincissement et pour faire du lifting, resculpter les fesses. Et on retrouve ce genre de truc-là maintenant avec le lifting colombien ou brésilien. Il y en a un des deux, c'est de l'intervention chirurgicale, et il y en a un des deux, c'est les ventouses, mais je suis désolé, j'inverse toujours les deux. Donc je sais pas si je crois que c'est colombien avec les ventouses. Et du coup, on a eu beaucoup de recherches par contre scientifiques là-dessus sur les effets des ventouses sur la peau, et c'est très repupant, c'est très recicatrisant, c'est très cicatrisant. On a des principes actifs comme la tétranectine qui sont libérés. Et du coup, par exemple, pour un soin du visage, on va faire un massage du dos avant pour faire monter ces principes actifs dans le sang et qu'ils soient disponibles quand on va faire le soin. Donc, vous étonnez pas si on vous fait un massage du dos pour un soin anti-rides. Il y a vraiment une logique sanguine qui est très intéressante. Donc, on travaille sur les rides, mais c'est toujours, on va pas dire on va vous enlever vos rides. On va dire d'abord allez en psychothérapie, les accepter, puis après revenez. Ça peut être intéressant aussi dans notre société. Mais après, on va avoir une prise en charge qui va énormément dépendre de l'hygiène de vie des gens. D'où l'intérêt d'avoir une vision globale et notamment de donner aussi des conseils en nutrition. Ou... Ah ben c'est entièrement complémentaire. Entièrement. J'ai une ancienne élève avec qui on va faire justement la formation ventouse et yoga, qui est très très calée en naturopathie, et à chaque fois j'étais censé lui apporter, enfin la former, mais en fait pendant chaque visio j'apprends énormément de choses en naturopathie, et donc en fonctionnement de biochimie du corps, des choses comme ça qui sont indispensables, qui permettent de devenir très pointu en ventouse. Il faut tout mélanger. Et on les problèmes de... Pardon. Vas-y. Les problèmes de tension, d'hypertension artérielle aussi, ça, j'ai vu que ça pouvait oui, aider. Oui, on a une très bonne régulation en général. Alors, pas que, mais en général, en venant poser des ventouses sur le haut du corps, qui est l'aspect le plus yang, qui est l'aspect où on va avoir des problèmes. Enfin, dans l'hypertension, on peut avoir par exemple les oreilles qui bourdonnent, on peut avoir de l'exophthalmie, vraiment une rougeur du visage, des choses comme ça. Donc, ça nous montre qu'il y a une espèce d'énergie ascendante un peu trop forte. Mais on va travailler aussi, bizarrement, comme nous le permet l'énergétique chinoise avec les méridiens, on va travailler sur des points du pied, qui va faire descendre l'énergie et qui va permettre d'avoir un effet, je parle là plutôt en crise d'hypertension. Après, on s'est rendu compte de quelque chose de très très intéressant que certains praticiens sont en train de réaliser entre nous, parce qu'on peut pas le structurer comme une étude scientifique pour l'instant entre nous, mais il y a une normalisation de la tension artérielle qui est vraiment impressionnante, où on peut avoir en un soin de 20 minutes une personne qui était par exemple à 14 ou à 15 et qui va repartir normalisée à 12, et ça tient dans le temps. On s'est rendu compte qu'à J7, J15, on avait encore cette normalisation de la tension artérielle et qui marche dans les deux sens. Ça peut être de l'hypo vers la normalisation ou de l'hyper vers la normalisation. Et les principes, à mon avis, mais j'en sais rien, c'est que l'effet des ventouses, il y a un effet des ventouses qui est très très important, qui est l'effet optimal régulateur double voie. C'est-à-dire que la ventouse, elle va réguler pour aller vers le mieux et dans les deux sens. Demander au système nerveux central d'envoyer une information pour calmer ou pour exciter.
ou pour tonifier, on va dire. Hmm. Et du coup, ça va, on pose la ventouse et après, en fait, on fait plus rien et le corps va nous dire, ah tiens, j'ai l'estomac qui bouge un peu trop, va peut-être falloir réduire les pompes à protons pour pas avoir d'ulcère. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Je le dis en rigolant, style, il était une fois la vie, mais c'est vraiment ça. Et donc, on peut. Ça a un aspect préventif Ouais. Oui. Bah, tout à l'heure, je disais qu'en faisant plein de réactions cutanées, donc comme des bleus, comme des hématomes, on en fait plein et ça va forcer la rate à venir envoyer ce qu'il faut. On va parler simplement, je sais pas, envoyer des globules blancs, on va dire, pour récupérer ce sang qui du coup est considéré comme corps étranger par le corps. Et vu qu'il y en a plein, bah, la rate est obligée d'envoyer plein de globules blancs, de donner l'ordre d'en fabriquer d'autres. Et du coup, si on fait ça à partir du 28 août, là, à partir avant de rentrer dans l'énergie de l'automne, enfin c'est l'automne en médecine chinoise en 28 août, enfin taoïsme, on va avoir du coup des globules blancs qui vont être prêts par exemple pour les attaques entre guillemets de l'hiver. Excellent. C'est génial, parce que j'avais quelqu'un qui me parlait de son manque de globules blancs il y a quelques jours, donc je suis ravie d'apprendre que ça peut aussi aider pour ça. Ouais, tout à fait. On arrive à faire remonter le taux de globules blancs. On fait monter le taux de globules rouges. On a une meilleure oxygénation cutanée avec une meilleure perfusion cutanée. C'est très très intéressant. C'est infini. Alors, tu m'as également parlé de gestion émotionnelle. Comment les ventouses peuvent-elles intervenir dans la gestion des émotions? Une émotion, elle va à la fois créer quelque chose dans le corps, un mouvement en général. Alors un mouvement de chi en général, si on l'explique avec la médecine chinoise, mais si on l'explique sans la médecine chinoise, en tout cas on peut ressentir un mouvement, on peut ressentir des choses à l'intérieur du corps. Mais ce qui est plus surprenant avec la médecine chinoise, c'est qu'il y a des pathologies d'organes, donc par exemple une invasion de vent froid sur poumon ou stagnation du qi du foie, ces mots-là bizarres de la médecine chinoise, vont induire aussi un état ou favoriser un état émotionnel. Parce qu'on considère, grâce à la théorie du yin-yang et des 5 éléments, que dans chaque organe, mais plutôt dans chaque monde, par exemple dans le monde du bois, où on va avoir le foie et la vésicule biliaire, on va avoir des émotions particulières qui vont à la fois nourrir ce monde, mais qui vont en même temps abîmer ce monde si elles sont en excès ou si elles sont en manque. Donc à partir du moment où on prend en compte le fait que notre organe en lui-même peut être à l'origine ou peut subir des modifications par rapport aux émotions, donc soit créer des émotions, soit recevoir des émotions et mal les vivre, entre guillemets, c'est intéressant de travailler sur les organes. Et on peut travailler sur les organes avec un référentiel qui est la ventousothérapie organique, où on pose directement sur l'organe, ou avec le référentiel énergétique, venir travailler sur des points de ce monde-là, des points du monde du bois, du point du monde de l'eau, etc., etc. Et du coup, on va déjà avoir une action à ce niveau-là. Mais, pour aller un peu plus loin, on considère que la conscience organisatrice qu'on pourrait appeler l'âme, l'esprit avec un E majuscule, est logée dans le sang en énergétique chinoise et on retrouve ça permet d'expliquer pas mal de pratiques de certaines spiritualités ou religions ou philosophies. Et on sait qu'à chaque fois qu'on va avoir une atteinte du sang ou à chaque fois qu'on va travailler sur le sang, on va agir aussi sur ses émotions. Par exemple, si on a une chaleur dans le sang qui va rendre le sang un peu speed, un peu bouillonnant, un peu débordant, on va avoir un comportement, un caractère, une psychologie plutôt un peu speed. On peut avoir des logorées, le fait de parler tout le temps sans écouter personne. On peut avoir des trucs qui se passent à fond dans le cerveau et on n'arrive pas à s'endormir. On peut avoir de la chaleur permanente. On peut avoir des migraines. On peut avoir plein de choses comme ça parce qu'on a de la chaleur dans le corps. Mais on va avoir aussi des symptômes psychologiques ou psychiques, je sais pas, et émotionnels qui vont aller avec. Est-ce que tu pourrais nous résumer les différents référentiels pour en avoir une idée claire, puisque ton approche multiréférentielle utilise quel référentiel exactement?
Ok, donc le référentiel énergétique, le référentiel donc qui nous vient de la médecine chinoise et qui va nous donner l'intérêt de faire des diagnostics de vide ou de plénitude qu'on retrouve pas ailleurs, pas trop ailleurs, et le fait d'aller travailler sur des points qui sont bizarres, qui sont très loin, sur des méridiens, sur de concevoir le fonctionnement du corps un peu différemment de la médecine occidentale. Donc le référentiel énergétique, le référentiel lymphatique, j'en ai parlé tout à l'heure, l'ostéo-articulaire, le musculaire, le trigger point, le fascia, le système nerveux, la ventosothérapie réflexe, la ventosothérapie musulmane et la ventosothérapie organique. Ça fait 10. Et donc, ça, c'est enseigné. Tu es la seule école, j'imagine, à regrouper tous ces référentiels. Oui, C'est en ce qui fait général. vraiment la particularité de ton approche et de ta manière d'enseigner. Oui, c'est-à-dire que quand on vient apprendre les ventouses avec nous, il va falloir mettre le nez dans le lymphatique et dans les fascias et dans le trigger. Bien sûr, oui, tout à fait. Et on a une formation qui est plutôt longue et qui demande du travail personnel et une implication parce que c'est ce travail personnel qui va, je pense, former des bons thérapeutes qui vont réfléchir par eux-mêmes plutôt que de faire des copier-coller de protocoles. Par exemple, j'enseigne très très peu de protocoles. Ça m'intéresse pas. J'apprends à mes élèves à faire leur propre protocole. Donc il y a des formations qui existent qui durent même une demi-journée, j'ai vu, ou 2 jours. Mais quand je vois les questions que me posent les élèves 10 ans après, quand je vois les questions que je me pose encore, je sais pas comment on se forme vraiment en 2 jours. Du coup, moi j'ai choisi, mais c'est encore un choix d'équipe, de former en visioconférence et en cours particulier pour avoir le meilleur contact possible. Alors une grande question, c'est, mais on peut se former un truc manuel à distance? Oui, très très bien. Je pourrais pas donner des cours d'ostéo ou d'acupuncture en visio, c'est évident. Il y a besoin de beaucoup plus corriger la pratique de l'étudiant. Mais en fait, mon fils, il pose les ventouses depuis qu'il a 2 ans. Donc, prendre un pistolet, prendre un pistolet comme ça, à partir du moment où on a la force musculaire, donc vers 2 ans, normalement, ça le fait. Et faire ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est un jeu d'enfant. Donc, c'est un jeu d'enfant. Donc, forcément, c'est combien de temps je vais les laisser, à quelle force je vais les laisser, quelle technique je vais faire, des massages, des vibrations, des pompages, des trucs comme ça. C'est ça qui est intéressant. Et ça se passe plutôt dans le cerveau. Il y en a des très simples comme ça qui se posent juste en appuyant, quoi. C'est très très facile d'utilisation et c'est pour ça que la pratique, ça se fait avec des vidéos qu'on a filmées quand même pour qu'il y ait une certaine pratique. Il faut qu'il y ait une grande pratique et pour que au début de l'enseignement ce soit cadré, on a quand même des vidéos qui permettent aux élèves de voir des choses, de pas être que dans l'imaginaire ou dans la théorie. Et puis après, à chaque visio, je corrige, je ou les autres profs, on va revenir sur ce qui s'est passé dans la pratique pendant les jours entre les différentes visios. Et donc la certification par rapport à ta formation, on l'obtient au bout de combien de temps? Comment elle est délivrée? La certification n'est qu'une attestation du coup de formation, vu qu'on n'arrive pas encore à avoir des vrais certificats professionnels, donc c'est qu'une attestation de formation qui est délivrée en fait à la fin de la formation, mais c'est très dur de savoir quand c'est la fin de la formation. J'ai eu une élève un jour qui m'a dit je veux pas de ton papier si du coup j'ai plus le droit de te poser de questions. Mais elle avait tout compris. On soigne pas avec le papier. C'est vraiment. Ça, c'est une belle phrase. C'est tout à fait vrai. J'ai un ami marocain. Un jour, je dis, putain, mais il me saoule. C'est toujours. C'est ceux qui en savent le moins et qui sont le moins passionnés qui me réclament le plus vite les diplômes. Et à chaque fois, je leur dis, mais c'est qu'un bout de papier. Et j'étais au Maroc et mon pote marocain il me fait, mais t'as qu'à leur dire qu'il faut découper le diplôme, le mettre dans de l'eau chaude à 70 degrés, que c'est ça qui va guérir. Et j'ai trouvé l'image parfaite. Oui, tu accordes une grande importance à l'éthique. Moi, j'ai trouvé quand on en a discuté dans ta manière, dans ton approche pédagogique, est-ce qu'on peut parler du rapport entre un enseignant et ses élèves féminines? La majorité des thérapeutes des médecines complémentaires sont plutôt des femmes. Donc, on attire dans ce genre de formation,
que ce soit en formation présentielle, week-end, semaine ou en visio, en général, quand même, majoritairement des femmes. En tout cas pour la ventouse, pour la médecine chinoise, pour la naturopathie, c'est peut-être moins marqué. Pour la réflexologie plantaire, la fasciathérapie, elle est assez mixte, un peu comme l'ostéo. Et il y a en plus, on fait pas ces pratiques-là en sortant du bac en général. On est en reconversion professionnelle bien souvent. C'est les éléments de la vie ou la réflexion sur sa propre vie qui fait qu'à un moment donné, on se dit ah tiens. Comme mon associé, comme Seb, qui était banquier de 18 ans et qui, du jour au lendemain, s'est dit ah, tiens, les ventouses existent. C'est cool. Et on a forcément... Alors, j'expliquerai peut-être comment c'est venu chez moi, parce que c'est pas comme ça que c'est venu chez moi, mais on peut avoir forcément, en tant que prof, en tant qu'enseignant, en tant que quelqu'un qui a quelque chose à dire, un sentiment vraiment de supériorité, de moi je sais et vous savez pas. Et c'est d'ailleurs la base du multiréférentiel, c'est d'entendre en face de moi des gens qui sont sûrs d'eux sur la ventouse chinoise et pas comprendre qu'on peut travailler sans faire mal et avec des pressions plus faibles et qu'on va du coup travailler sur des tissus intermédiaires qui vont être plus intéressants et plus subtils. Et il est très facile. Alors j'ai un mode pour expliquer comment je fonctionne. J'ai un mode d'enseignement qui est plutôt basé, surtout au début, plutôt sur. Je suis très cash, je reste moi-même. Je fais pas trop de différence entre le privé et comment ça s'appelle le reste? Le professionnel. Et le professionnel d'ailleurs, merci. Et il y a pas mal d'autodérision et quand je sais pas, je sais pas, et je dis que je sais pas et mes élèves connaissent pas mal de mes défauts et je trouve que c'est très intéressant de pas croire qu'on est au-dessus d'eux parce qu'en réalité, quand on est au même niveau, les deux vases communiquent vraiment. La flotte, elle coule plus facilement et je prends énormément de choses de mes élèves. Alors c'est des fois plus flagrant parce que elle a une science comme la naturopathie qu'elle va me transmettre, même si j'en fais depuis 15 ans. Enfin, ça se finit jamais la naturo. Et des fois c'est moins flagrant, mais il y a un échange énorme. Et c'est, je pense, dans cet échange-là qui est pas perdu par la visio, mais qui est plus forte en présentiel et qui me manque souvent. J'aimerais être plus souvent en contact physique, peut-être avec certains de mes élèves parce qu'il n'y a pas le même retour, il n'y a pas le même feedback, mais quand même, j'adore l'informatique et j'aime beaucoup cet outil informatique des visioconférences au niveau pédagogique. Il peut vraiment y avoir j'ai été élève aussi par exemple en médecine chinoise et pour moi il y a des vraies problématiques de gouroutisation et voire même je sais pas comment le dire, mais de sexualisation, c'est-à-dire qu'il y a, moi j'ai eu des profs qui clairement passaient le TP à brancher les élèves de la classe plutôt que venir nous enseigner comment on pique le 7 poumons ou comment on pique le 9 poumons, par exemple. C'est inadmissible. En fait, que les élèves aient 17 ans, que les élèves aient 50 ans, en fait, la pratique pédagogique doit être remise en question. Et c'est pas parce qu'on est un bon thérapeute de n'importe quelle thérapie qu'on est un bon formateur. Et on a dans notre équipe d'ailleurs Larry, qui est le spécialiste de la formation professionnelle continue, qui veille au grain et à comment on fait nos cours. Je pense être un meilleur formateur qu'un meilleur thérapeute, je pense être un meilleur formateur que thérapeute. Et d'ailleurs, je m'éclate plus dans la transmission. Et un bon thérapeute fera pas forcément. Et ce positionnement homme-femme, je pense qu'il est indispensable à avoir quand on est quand on donne des cours en fait. Cette juste posture, quoi. Ouais, exactement. Et que j'ai un concept du transfert qui est plus sur le schéma maître-disciple que prof-élève. Et je suis pas un maître du tout. Moi, j'en suis au stade prof-élève en tant que prof. Mais en tout cas, moi, quand je suis un élève, j'essaye de chercher un maître où il y a une transmission qui passe par autre chose, un peu difficilement nommable. Ça transmet mieux quand même. Même si on voit rien au début. C'est quand même plus vivant. À ce sujet, tu parlais de vide et de plein tout à l'heure. Oui. Et je trouve, voilà, on a eu des heures d'échange avec Ludovic et je trouve qu'il est rempli de sagesse et j'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé sur le vide, le plein. Si tu veux nous en parler un petit peu, je pense que ça peut être intéressant dans ces périodes aussi où beaucoup de personnes vivent des changements intenses.
En fait, c'est venu du fait d'avoir en essayant de créer un titre d'État, donc le RNCP, on devait créer un logo, un symbole, je sais pas comment ça s'appelle, un espèce de blason pour le diplôme. Et avec ce blason, je crois, devait aller un truc en héraldique là, et il devait y avoir une espèce de sentence, de phrase. Du coup, on a cogité dans les SAS entre nous. On avait retenu des trucs par rapport à l'aspiration, par rapport au vide, et donc on était arrivé à comme corrige si c'est faux, mais normalement ça doit être un truc du style vacuum vitae est. Donc le vide, c'est la vie. Et j'ai une de mes élèves il y a pas longtemps qui a bien compris justement et qui m'a dit mais c'est péjoratif le vide parce qu'en médecine chinoise il y a la notion de vide plénitude dont on parle tout le temps. En médecine chinoise il y a la notion de vide qui est le fait de pas avoir assez d'énergie ou de plénitude qui est le fait d'avoir trop d'énergie pervers, mauvaise en fait. Et en fait la ventouse crée le vide, l'aspiration, et grâce à ce vide il y a quelque chose de vivant qui arrive. C'est-à-dire que on pourrait parler comme au Moyen-Âge, je retire le mauvais sang pour qu'il y ait le bon sang qui arrive, même sans faire la saignée. Le mauvais sang, c'est ce qui va être l'hématome, par exemple, la réaction cutanée qui va monter, mais ça a fait de la place. Et on dit, la vie n'aime pas le vide, mais ça fait partie des... L'univers a horreur du vide, dans le sens où il y a toujours autre chose. Quand on fait le vide, il y a autre chose qui vient, ça bouge, c'est mouvement permanent. Et c'est grâce au vide qu'il y a la vie. Voilà. Donc quand on dit le vide, ça empêche la vie, c'est pas possible. Il faut du vide. Et en général, la nature fait en sorte que quand on fait du vide, justement, ce qui vient, c'est le bon et c'est la lumière. Et je trouve qu'il y a une corrélation excellente avec, pour moi, ce qui est le but de toutes les spiritualités, qui est de faire en sorte que son ego doit vraiment se taire et être au service avant d'avoir le droit de reparler. Mais il y a un moment donné où c'est intéressant de qu'il se taise et d'être dans le vide justement. Et quand il y a plus le vide, quand il y a le vide, ce qui doit être est. Et il se passe la même chose avec la ventouse. C'est ventouse, objet spirituel, point d'interrogation. On aurait pu mettre ça comme phrase. Carrément. C'est une phrase, un objet spirituel. C'est ceux qui ne comprendront pas essayeront de faire comme avec un bol chantant, mais non, ça résonne pas. Nous avec le silicone. Ça marche pas comme voilà, j'ai trouvé cette, on va dire cette métaphore, ce parallèle plein de sagesse, intéressant à transmettre. Merci. Rien, c'est fait pour bouger. Et oui, alors dans la notion de prof aussi, enfin de prof, vous comprenez, de transmetteur, j'aime parler, comme vous le voyez peut-être, et je pense qu'il faut tout dire. Et il y a un truc dans les formations dans lesquelles il n'y a pas tout qui me gonfle, surtout quand tu sais que l'orateur ou le prof en sait beaucoup plus. Et cette notion de garder le pouvoir sur, comme les médecins ont peut-être gardé le pouvoir sur les infirmières pendant longtemps, ou le pouvoir sur les patients sans les éduquer, et c'est monté qu'à partir du sida dans les années 80, l'éducation vraiment des patients, et encore maintenant ils s'éduquent tout seuls mais avec Internet. Cette notion-là, elle est... Je veux dire, de pas pouvoir donner la possibilité aux personnes de se responsabiliser, d'être acteurs de leur santé, de leur... Entre autres, ça passe par le fait que les ventousothérapeutes doivent absolument se former à plein d'autres choses pour être dans l'éducation à la santé, même si c'est pas dans notre rôle propre, vu qu'on n'a pas de rôle propre et qu'on n'est pas une profession reconnue. Mais je pense que ça fait partie du respect des gens qu'on reçoit, oui. Oui, qu'il faut connaître de la diététique, un peu de naturo, de l'hygiène de vie, de la respiration, de la méditation. Oui, je pense que c'est quelque chose qui doit se transmettre. Et du coup, dans nos formations, et Seb forme de la même manière, par exemple, et Larry forme de la même manière, on a vraiment... c'est très dur quand on nous dit faites un module 1, faites un module 2, faites un module 3, mais nous on se casse la tête parce qu'en fait c'est un module et on met tout dedans et s'il reste pas de place, on pousse pour mettre encore plus. Donc c'est vrai que c'est exigeant au niveau intellectuel pour réviser les cours et travail et anticipation, mais c'est généreux. On veut pas faire autrement. On sait pas faire autrement. Le jour où on aura des formateurs qui forment au compte-gouttes, on verra si on les autorise de travailler avec nous ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut tout donner. Parce que même quand on a tout donné, c'est pas fini.
parce que c'est tout ce que nous on sait, mais il y a encore plein d'autres choses à aller savoir. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un principe de précaution par rapport au côté novice, voilà, au début de l'apprentissage? C'est pas toujours une volonté de rétention, ça peut être aussi un principe de sagesse. Dans certains cas, le fait de ne pas tout donner peut être dû, j'imagine, dans certains cas, à un principe de précaution par rapport au degré d'apprentissage. Oui, dans certaines pratiques, mais pas dans la ventouse, par exemple. Mais dans certaines pratiques comme l'acupuncture, bien entendu, oui. Oui. Nous, pour essayer d'éviter ça, on commence en général le premier, pas toujours, parce que des fois j'aime bien changer. On commence le premier cours est souvent le cours sur les contre-indications. Comme ça, on est tranquille. Oui. Ouais. Et après, on voit les techniques. Mais en ce moment, j'ai changé. On commence par la médecine chinoise, puis les techniques et seulement les contre-indications, pour pas non plus faire toujours pareil. Mais les contre-indications, c'est ce qui vont vraiment permettre d'ancrer notre pratique dans quelque chose de tranquille. Et toute la phase où on apprend en général sur son conjoint ou sa conjointe, sur ses enfants, sur ses amis, et puis petit à petit on va se lancer. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. On n'est pas en hôpital en train de faire des stages, malheureusement. C'est ça qu'on souhaite, mais ça se passe pas comme ça. Donc ça se passe en mode cobaye. Les gens aiment pas du tout ça, mais moi j'aime beaucoup ça. Je pense que quand chacun de nos élèves ou chacun de nos clients sont des cobayes, ça prouve qu'on se remet en question et qu'on évolue en permanence, en fait. Et la notion de cobaye est du coup peut-être péjorative, mais je la trouve en fait très intéressante au niveau professionnel. Du coup, tout le monde peut se former? Oui, c'est le but, bien sûr. Ouais. Et c'est même d'autant plus intéressant si c'est une pratique complémentaire, puisque par exemple, on peut avoir une base de naturo ou d'être déjà thérapeute dans un autre domaine. Du coup, ça devient un plus pour l'exercice avant tout, si j'ai bien compris. Oui, il y a des métiers spécifiques, hein. Une esthéticienne, un coach sportif, un kiné, un ostéo, un fasciathérapeute, toutes ces personnes-là, en fait. BPGEPS, tout ça, en fait, il devrait y avoir des cours de ventouse dans leur formation au début. Tellement complémentaires et aidants. Mais il faut demander en fait à ces professionnels-là et ceux qui pratiquent la ventouse dans ces professions, et ils vous en parleront encore mieux que moi. C'est impressionnant. Alors, par rapport à ton réseau, pour les personnes qui souhaitent recevoir des soins et des personnes qui souhaitent se former, à qui elles doivent s'adresser? Je parle de tout pays, là. Hein. Comment ça fonctionne? Sur ton site, déjà. Je vous l'ai mis, formation-ventouse au singulier.com. Alors, comment on trouve un praticien? Waouh! Voilà, déjà pour se faire soigner par les praticiens que tu as formés. As-tu un annuaire? D'accord, il y a une carte sur notre site. Il y a un annuaire des différents anciens élèves et praticiens en ventousothérapie. Ouais. Il y a ça, et puis nous on propose des formations du coup qui sont sur le site. Donc on a en ce moment des formations sur 2 jours pour faire la spécialisation plutôt esthétique ou sportive. Et puis on a la formation en drainage lymphatique manuel. Et cette année on va sortir le yoga des ventouses et pour mélanger les trucs. Et on va faire palpation des méridiens, qui est un truc qui n'existe pas trop. Palpation des méridiens, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que c'est enseigné dans très peu d'écoles en France. Donc là, c'est une de nos associés qui s'appelle Iman, qui vit à Marseille et qui a été formée à la Sphère, à l'école de médecine chinoise de Salon, qui est spécialisée dans le diagnostic et la digitopression. Et donc, on va monter une formation parce que quand on pose des questions en médecine chinoise, comment sont tes urines, comment as-tu dormi, comment as-tu mal et pourquoi tu as cette tête-là, ça donne plein de réponses, mais ça donne des réponses en général sur ce qui se passe à l'intérieur, sur le monde des organes entrailles. Alors que nos méridiens nous parlent aussi comme le pouls. Et donc, en venant palper le méridien du poumon au niveau du poignet, on va peut-être comprendre quelque chose sur le canal carpien et on va peut-être pouvoir travailler sur un point du méridien. Et donc, bien entendu, on travaillera sur les points avec des ventouses et avec les doigts. Mais ça va renseigner sur, je mets une ventouse sur un méridien, au moins je sais ce qu'il a, ce méridien. Alors que souvent, on va essayer de soigner le poumon qui est derrière, mais pas le méridien du poumon. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Et puis, la formation qu'on fait en visioconférence, qui est la grosse formation sur l'ensemble des référentiels, en fait. C'est ça le catalogue des formations qu'on propose actuellement. Mais on freine parce qu'on a envie de faire plein d'autres choses. Seb est en train de nous monter une formation d'ostéopathie chinoise. Ah, excellent. Ouais. Je m'attends à ce qu'il y ait plein de chemins de traverse qui relient les différentes
approches, c'est vraiment votre force. Oui, même si on s'appelle l'école francophone de la ventouse, je pense que la ventouse restera toujours majoritaire dans ce processus éducatif, pédagogique, mais on risque de se faire submerger par plein de choses parce que toutes les personnes avec qui je travaille sont des personnes qui sont à la fois passionnées et qui ont des idées qui partent dans tous les sens, donc c'est très bien. Tout en maîtrisant leurs compétences. Grâce à la passion, c'est la passion qui fait tout. C'est ça, c'est ça. Il faut maîtriser même les référentiels avant de les mixer. Ouais, exactement. Il y a Marie-France qui me dit waouh, c'est génial. Bah oui, vous voyez bien la lumière qui habite Ludovic, c'est un passionné. Voilà. Moi, je vous invite vraiment à découvrir son école. Et puis, je ne sais pas, est-ce que tu voulais encore nous partager quelque chose avant qu'on se dise au revoir pour aujourd'hui? Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins une boîte de 6 ventouses dans toutes les maisons du monde. Je pense, et j'invite tous mes élèves, je leur demande de faire les visios avec leurs enfants et leurs conjoints ou leurs conjointes pour qu'il y ait un enseignement dans toute la famille et que par respect de l'intimité de chacun, il y ait vraiment une boîte dans chaque chambre et que les petites filles à 10 ou 12 ans puissent s'en servir pour les premières règles. C'est indispensable. Et que les petites filles et les petits garçons à partir de 6-8 ans, ils demandent où ils se posent des ventouses quand ils reviennent du sport ou de l'école et que ça tiraille dans tous les sens. Et c'est vraiment et au sein de la famille pouvoir s'échanger des massages du dos, des massages de zones qui font mal, de quadriceps, de n'importe quoi. C'est un lien particulier qu'on va tisser entre les différents membres de la famille, dans le couple ou avec les enfants. C'est vraiment une pratique qui est stable. Il faut juste apprendre les contre-indications pour pas faire n'importe quoi. Mais alors, je l'ai pas trop dit. C'est vrai que c'est toi qui m'as posé les questions parce qu'en fait, moi, ça me paraît tellement évident. Mais en fait, je dis, c'est simple, mais en fait, c'est super efficace. C'est très rigolo, l'efficacité. Christine a eu, sur une séance en endométriose, elle est passée d'une douleur de 7-8 à une douleur de 2-3. Et sur 10 jours de menstruation, elle est passée à 6 jours. C'est quand même plus sympa que d'ouvrir la boîte de... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais on a le droit de le dire. Non. Ah, merde! Attends, je vais le refaire pour le montage. C'est quand même plus sympa que... Ouais, je change mon adresse IP tout de suite. C'est quand même plus sympa que d'ouvrir une boîte de médicaments. Pour les douleurs, je parle menstruelles, bien sûr. Il y a des médicaments qui servent pour des choses qu'on ne peut pas forcément traiter autrement. Mais le but, c'est pas le mélange. Le but, c'est vraiment de tout mélanger. Vraiment. Le but, c'est vraiment de tout mélanger. Enfin, pas forcément tout. Il y a peut-être des choses à virer, mais... Toujours une vision inclusive, voilà. Il s'agit vraiment de ne rien exclure, mais d'utiliser les choses à bon escient. Et il y a du bon escient partout. Et moi, j'ai une question subsidiaire, c'est combien de temps faut-il attendre entre 2 séances? Si c'est ton ventousothérapeute qui te l'a fait, c'est lui qui va te répondre. Et au cas par cas. Non, presque, mais en général, une fois par semaine pour les problèmes aigus et une fois toutes les 2 semaines pour les problèmes chroniques. Mais le problème chronique, ça va être plus pour respecter le portefeuille du client. Mais si on était sur un principe thérapeutique, 2 fois par semaine, jusqu'à ce que ça aille mieux. Mais on est obligé de travailler avec le portefeuille du client parce qu'on est dans des soins qui sont pas remboursés et que les soins sont entre 50 et 70 €. Et il y en a qui sont plutôt, les cools là dans les Cévennes, ils sont à 35 € peut-être au niveau des séances, mais la moyenne c'est 50 €, donc ça fait un sacré budget et ça c'est important à prendre en compte tout en espérant avoir une efficacité. À la maison, c'est tous les jours. Tu as une bronchite à la maison, tu te poses les ventouses 5-10 minutes tous les jours à la maison. Mais en cabinet, en général, on fait des cures d'attaque, par exemple sur l'esthétique. En thyroïde, on va faire 2 séances par semaine pendant 3 séances, puis après une séance par semaine pendant 3 mois. T'as des marques sur le visage après la séance? Parce que là, j'en ai quand même... Ah non, c'est tout l'intérêt. En lifting, on va faire que des mouvements. On va être plutôt dans des trucs. Donc, on travaille avec ce genre de trucs ou avec une machine électrique. Et en fait, on va en permanence bouger la ventouse. On va faire des trucs comme ça. Mais si on fait des poses fixes, si on reste posé, oui, on peut avoir. Mais là, même si je m'amuse à le faire, je vais avoir peut-être un hématome qui monte en 20 secondes. Donc, on fait pas de pose comme je suis en train de le faire. On va le faire
avec l'accord des clients, s'il y a besoin. Par exemple, demain, ça va rigoler. non, c'est le mode coccinelle. Et du coup, pour le visage, si on le fait régulièrement, j'imagine que voilà, drainage lymphatique, circulation sanguine, collagène, là, du coup, on peut quand même favoriser éviter un vieillissement par une pratique régulière. Ouais, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Au niveau du préventif, il est évident qu'en se faisant des ventouses régulièrement, notre première ride naturelle, le sillon nasogénien, il apparaît normalement vers 30 ans. Enfin, après, ça dépend des races et des cultures, pas des cultures, bien sûr, c'est n'importe quoi, mais des races, des peuples, de l'alimentation, de plein de choses. On voit bien qu'il y a des Asiatiques à 80 ans qui ont toujours pas de rides et qui vont tout prendre à 90. Donc, c'est pas forcément fixe chez tout le monde. En tout cas, à partir de la trentaine, il y a des choses qui se passent et à la quarantaine, il y a vraiment une perte d'élasticité et d'épaisseur de la peau, donc c'est intéressant à anticiper. Et les ventouses, vu qu'elles vont amener du sang en permanence, de l'oxygène, des nutriments, tout ce qu'il faut sur place, ça va être intéressant. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que on va avoir un effet rélévateur du visage et un effet au niveau du teint, au niveau de la lumière du teint. Donc il y a des qui viennent pour les rides, qui vont avoir des résultats, mais en fait elles reviennent pas forcément pour les rides, elles reviennent pour la beauté du visage. Oui. Ouais. Parce que ça fait plein de choses au niveau du visage, au niveau de la peau. Ça nettoie énormément la peau, ça régule les glandes sébacées, ça régule les glandes sudoripares. Et de se faire des massages du dos réguliers à la ventouse, ça va par exemple augmenter 3 ou 4 molécules dans le sang différentes qui sont des antioxydants. Donc c'est très intéressant d'avoir des antioxydants naturels un peu plus en plus grand nombre au niveau du visage, partout, mais c'est un sujet infini, puisqu'il est millénaire. On a eu le temps d'expérimenter et je vous invite, comme je l'ai d'ailleurs fait, je vous invite vraiment à découvrir la ventousothérapie. Voilà. Merci Ludovic de nous avoir partagé ta passion et toutes tes connaissances. Avec plaisir. Merci à vous d'être aux personnes qui ont pu être disponibles en direct, mais en tout cas à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous avez aimé et de faire un tour sur le site de soneva.ca pour découvrir nos prochains événements. Je te souhaite une excellente continuation, Ludovic. Merci, à toi aussi. C'était un plaisir de te recevoir. Ouais, très agréable, merci beaucoup. Et merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.